Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cet amphi du pôle numérique du Gouguin. Donc, je vais vous présenter rapidement l'organisation de cette conférence Instafac sur les études de droit. Donc, d'abord, je vais me présenter. Je suis Madame Laure Ducrage, chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Cap Avenir étant la structure d'information, d'orientation, d'insertion et d'entrepreneuriat de l'Université de Bretagne occidentale. Cap Avenir a pour rôle d'aider les lycéens dans leur découverte de l'université en organisant différentes manifestations telles que celle-ci. Et puis Cap Avenir a pour rôle aussi d'aider les étudiants tout au long de leur orientation, tout au long de leur cursus universitaire. Donc, on est situé juste à côté et en tant que futur étudiant, peut-être que vous aurez l'occasion de venir solliciter les services de Cap Avenir en cas de besoin. Donc, en fin de présentation, je vous montrerai le site de Cap Avenir et toutes les informations qui sont sur le site et qui sont utiles pour les futurs étudiants de l'université. Donc cette conférence Instafac va être animée par M. Lavenne, qui est le doyen de la faculté de droit, si je ne dis pas de bêtises. Et puis nous aurons la chance d'avoir avec nous Maëlys, qui est étudiante en 3e année de droit et qui pourra vous apporter son témoignage sur la manière dont elle vit ses études, pourquoi elle a choisi de faire des études en droit, comment elle a réussi la transition entre le lycée et l'université, ce qu'elle a trouvé facile, ce qu'elle a trouvé plus compliqué, ce qui a pu l'aider, et puis ses projets aussi professionnels, si toutefois elle en a, parce qu'on peut être en 3e année et ne pas encore avoir d'idée extrêmement précise de ce qu'on peut faire. Donc voilà, nous avons la chance d'avoir Maëlys, que je remercie d'être présente aujourd'hui, ainsi que M. Lavenne, à qui je cède la parole pour la présentation des études en droit. Voilà. Merci bien. Effectivement, je suis Michael Lavenne, je suis le doyen directeur de la faculté de droit, économie, gestion à l'ES de Brest et de Quimper, donc à l'UPO. Je suis par ailleurs maître de conférence en droit public, donc moi je suis enseignant et chercheur en droit public, mais en tant que directeur, mon travail consiste à faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, à la fois pour les enseignants et les étudiants. Et donc, mon rôle ici, ça sera un peu de vous présenter comment se déroule un cursus en droit, et en essayant de répondre au cours de cette présentation aux éventuelles questions que peuvent poser les questions d'orientation, les questions de débouchés professionnels, les questions aussi de charge de travail, et puis essayer un peu de dépeindre la vie à la faculté de droit, mais évidemment je parle sous le contrôle de Maëlys, qui en tant qu'étudiante, évidemment connaît mieux que moi la vie étudiante, puisqu'elle la vit pour de vrai, d'une certaine manière. Alors, je vais commencer par des données un petit peu factuelles qui permettent de se représenter un peu l'échelle de notre faculté. La faculté de droit de Quimper, la faculté de droit est à la fois sur Brest et Quimper. Elle comprend 2500 étudiants, plus de 80 enseignants et enseignants-chercheurs, différents départements d'enseignement, le droit, l'économie-gestion et l'AES, 5 licences, 11 masters, une trentaine d'étudiants en doctorat et des conventions avec le monde professionnel. Donc des conventions qui nous permettent d'avoir des stages pour les éventuels étudiants, des alternances et des partenariats aussi à l'international avec différentes universités. Alors ces chiffres, il faut les faire parler pour qu'ils deviennent intéressants. 2500 étudiants, d'une certaine manière, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, la faculté de droit et de gestion à l'ES de Brest est plutôt une faculté à taille humaine. Pour donner un ordre de grandeur, encore une fois, vous prenez la première année de droit à elle seule, à Paris, Panthéon, Assas, c'est 2500 personnes. Donc, c'est-à-dire que l'échelle de la faculté est une faculté à taille humaine, qui permet à des étudiants, certes, d'aller dans une faculté qui est une faculté avec la rupture avec le lycée, mais sans vraiment être complètement abandonné à soi-même. On essaye, en tout cas, que les enseignants soient relativement accessibles, sur un site relativement homogène, qu'on ne soit pas sur des espaces très étalés. Donc, une fac à taille humaine relativement unitaire et qui propose toute une série
de diplômes généraux qui mènent aux différentes professions du droit. Ce qui m'amène au deuxième point, là aussi factuel, c'est-à-dire un diplôme pour quoi faire, un diplôme en droit pour quoi faire. Alors il se trouve que la question des professions du droit, c'est une question qu'on peut traiter en deux temps. Il y a tous les métiers que sans doute vous connaissez déjà. Les métiers d'avocat, les métiers de juge, les métiers de notaire, qui sont les métiers d'huissier peut-être que vous connaissez, soit dans l'entourage, soit par les séries, soit par les médias, ou procureur, vous avez déjà entendu tous ces mots-là. Donc il y a une partie des métiers du droit que vous connaissez déjà, et très souvent les lycéens ou les lycéennes réduisent les métiers du droit à ces quelques métiers. Parce que les métiers du droit, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Alors, vous voyez effectivement les métiers de la justice, mais vous avez aussi tout ce qui concerne le patrimoine, alors agent immobilier, gestionnaire de patrimoine, responsable de portefeuille de copropriété, administrateur de biens, tous les métiers de conseil en entreprise ou en collectivité, et puis je rajoute aussi par exemple les directions d'hôpitaux. Donc ça, ce ne sont que des exemples des différents métiers du droit. Ces métiers-là, sans doute, ils ne vous parlent pas, vous ne voyez sans doute pas ce qu'il y a derrière. Alors, pour mieux se représenter les métiers du droit, c'est que, en réalité, dans la mesure où toute société humaine suppose d'instituer des règles, dans tous les domaines de la société, il y a des règles de droit. Et comme dans tous les domaines de la société, il y a des règles de droit, de ce fait, il y a besoin de juristes. Vous avez des juristes en droit de l'environnement, des juristes en droit de la famille, des juristes en droit pénal, des juristes en droit de la consommation, si bien que le droit en soi et pour soi, souvent c'est pour travailler dans un secteur d'activité. Le juriste, c'est celui qui va veiller à l'application des règles dans certains domaines. Et donc, souvent j'explique aux lycéennes, lycéens comme vous, ou même aux premières années ou deuxième année, c'est de dire, bon, le droit en soi, c'est intéressant, mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on peut en faire. Vous êtes intéressé par l'environnement, ça tombe bien, il y a vraiment besoin de juristes en droit de l'environnement. Vous prenez par exemple le développement du numérique, a suscité de très forts besoins en matière de protection des données à caractère personnel, protection de la vie privée, droit à l'image, et tous ces métiers-là qui sont tout simplement des métiers qui vont accompagner les évolutions sociales. Et donc ce qui compte dans le parcours de quelqu'un, c'est de se dire, moi ça m'intéresse, tel domaine, le droit aussi, et je vais pouvoir allier les deux. C'est-à-dire on est toujours le juriste de quelque chose, on n'est pas le juriste dans l'absolu. On fait du droit des sociétés, on fait de l'impôt, mais on est le juriste d'un secteur d'activité. Là, c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas une liste complète de tous les métiers du droit, parce qu'en réalité, il y en a derrière chaque activité. Vous prenez la construction de l'endroit dans lequel nous sommes actuellement, il a fallu des juristes pour le permis de construire, pour dire voilà, les contraintes écologiques, il a fallu des juristes tout simplement pour employer les gens, le droit du travail, il a fallu des juristes pour aménager l'espace. Tout à l'heure, avant de prendre la parole, j'ai signé une autorisation de droit à l'image pour que ce qui est filmé ici soit retransmis pendant 1 an, et ce formulaire a été rédigé par un juriste. Donc si vous voulez, le juriste, c'est toujours celui qui est derrière la réalité. Vous ne le voyez pas, mais c'est lui qui l'a construit. Et donc, n'importe quelle situation, vous prenez par exemple les constructions du tram, vous n'imaginez pas la quantité de juristes qu'il faut pour que ceci ait lieu. Donc les métiers du droit sont extraordinairement vastes pour pouvoir se représenter ce qu'il est possible de faire. Alors, ces métiers du droit, ils sont vastes. Évidemment, le type de métier auquel on va accéder dépend de la durée d'études qu'on va consacrer à ces études en droit. Alors, sur la durée, je vous ai mis plusieurs points. Il y a, on va dire, 3 paliers selon le format européen. C'est le format qu'on appelle LMD, licence, master et doctorat. Je précise que ce document, si je ne me trompe pas, sera en ligne sur le site de Cap Avenir, donc vous pourrez le télécharger sans difficulté. Donc la licence, elle dure 3 ans, suivi du master en 2 ans, et éventuellement le doctorat en 3 ans, donc ça peut aller de 3 à 8 années d'études. Alors souvent, cette durée peut effrayer,
parce qu'on peut ne pas se projeter dans des études longues, parce qu'on se dit que j'y reviendrai, peut-être qu'on n'a pas les compétences, on ne se voit pas rester dans un bureau, enfin derrière, sur les bancs de la fac pendant des années. Moi, quand on en discute avec les étudiants, c'est que moi, mes 5 années, alors il se trouve que j'ai été jusqu'au doctorat, mais même si je prends juste la portion licence-master, et on pourra, on a Maëlys qui est dans sa 3e année tout à l'heure, comment elle a vécu les 2 dernières, c'est que finalement, si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez le droit, si vous aimez travailler le droit, alors ça ne veut pas dire que c'est facile. On peut très bien aimer quelque chose qui est difficile de réaliser, et c'est même d'ailleurs toujours une très belle ambition. Mais si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez le contexte dans lequel vous faites, vous serez très content en réalité. Et d'ailleurs, beaucoup d'étudiants en Master 2 disent « Ah bah ça va passer vite » et en fait, ça fait même un peu peur d'avoir à arrêter. Donc, vraiment, cette perception de la durée des études, c'est évident que quand on a 17-18 ans, se dire 3 ans, enfin même à l'échelle, si on prend en pourcentage, c'est beaucoup. Hein. Mais en réalité, il se passe durant ces années-là un enseignement qui vous plaît ou pas, mais en tout cas auquel vous pouvez essayer de vous raccrocher, et une vie étudiante sur laquelle je reviendrai. Alors, si on prend juste la licence, il y a plusieurs types de licences à la faculté. Il y a une licence générale qui peut conduire à former tous les métiers du droit. Nous avons une licence droit parcours marché de l'art, donc là ces étudiants, c'est à la fois une licence de droit et à la fois une licence d'histoire de l'art, et ce qui permet de former nos étudiants au métier par exemple de commissaire-priseur, et évidemment, encore une fois, dans l'art, il y a besoin énormément de juristes, de droits d'auteur, etc. Une licence droit parcours carrière internationale, donc là c'est une bi-licence, là aussi, c'est une licence de droit et une licence avec langue étrangère appliquée, LEA, et donc ce sont des étudiants qui se destinent pour une large part à des carrières internationales, dans la diplomatie, dans les différentes instances européennes et internationales. Donc ces 3 licences sont dispensées. Le gros des effectifs, c'est la licence parcours général, qui donne accès à un certain nombre de professions. Alors, sur la licence générale, comme je l'ai indiqué, elle est dispensée à Brest et à Quimper. Vous avez en 3e année, alors j'anticipe une question qui pourra peut-être m'être posée, à partir de quand on se spécialise, ça n'est qu'en 3e année. Les 2 premières années, tout le monde a à peu près, alors il y a des jeux d'options, enfin, globalement, les 2 premières années, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est les années de formation de la culture juridique qui fait un juriste, et puis après, certains s'orientent plus vers le droit privé, plus vers le droit public. Je reviendrai sur cette distinction. Marché de l'art, comme je l'ai indiqué, c'est à Quimper, et carrière internationale, c'est à Brest. Alors sur la licence parcours général, comment on accède à cette licence? Eh bien tout simplement via le portail Parcoursup. Sur les bacheliers généraux sont majoritaires, et nous avons aussi des bacheliers technologiques après une année de remise à niveau, c'est possible, les titulaires de la capacité en droit. Là, je l'ai dit, c'est proposé à Brest et à Quimper. Alors je vais passer sur le parcours accès santé, sauf s'il y a des questions sur l'aspect accès santé. Sur la licence générale, en gros à Brest, l'effectif de la première année, grosso modo, c'est 450 personnes. Je vous donne un peu un ordre de grandeur. À Quimper, on va être sur un ordre de grandeur qui est plutôt à 150 personnes. Ça varie, bien sûr, ça peut être 450 ou 500, 450 ou 400. Ça dépend des seuils de redoublement, je reviendrai là-dessus. Sur ce qui concerne Quimper, marché de l'art, il y a des parcours aménagés avec des enseignements en droit et des enseignements en histoire de l'art. Petit point sur cette licence, elle permet aussi de suivre des masters à la fois en droit et à la fois en histoire ensuite, et je l'ai dit, des débouchés dans le secteur de l'art. Sur le parcours droit international, s'il y a des questions, j'y répondrai, mais il y a 30 places, donc je vais parler plutôt pour l'option générale. Alors, du coup, excusez une redondance. Quelle poursuite une fois qu'on a une licence, après je reviendrai sur le contenu de la licence, quelle poursuite une fois qu'on a sa licence? Eh bien, vous avez des possibilités pour aller en licence professionnelle de la L2 à la L3. C'est-à-dire que vous avez des licences pro, par exemple, en immobilier et des licences pro en notariat.
Les licences pro, en général, c'est qu'on dit, bon, j'ai fait une L1, une L2, bon, c'était bien, mais je veux assez vite sortir du cursus, et donc je vais me professionnaliser en L3. Donc vous avez un parcours immobilier, un parcours notariat, par exemple. Mais des licences pro, il y en a d'autres facultés, avec d'autres mentions, mais ça permet de, si vous voulez, se professionnaliser dès le niveau de L3. Ce qui permet, donc je vous l'ai dit, LP notariat, LP IMO. Ensuite, vous avez de la L3 au master, donc de la licence 3 au master, ce qui a 3 années. Vous voyez ici, alors c'est un petit, mais à Brest, par exemple, vous avez un master en droit public, un master en droit privé, master droit patrimonial, master justice, procès et procédure que vise Maëlys. Pour vous donner un ordre d'idée sur la distinction public-privé qui n'est pas forcément évidente au début, on va dire que tout ce qui concerne le droit public, c'est le droit de l'État, les services publics. Exemple, ici la construction de ce bâtiment, c'est un service public, s'il y a un procès, c'est du droit public. En revanche, toutes les relations entre les personnes ou avec les entreprises, par exemple votre contrat avec Orange ou avec SFR, ou je ne sais pas, vous achetez votre permis, enfin vous payez pour passer votre permis de conduire avec une auto-école, c'est du droit privé. Donc toutes les relations avec l'État, c'est du droit public. Toutes les relations avec les personnes, soit des sociétés, soit des personnes privées, les relations de voisinage, c'est du droit privé. En gros, ceux qui s'orientent plus sur le droit public, c'est un certain intérêt pour les questions d'intérêt général, de politique, d'organisation sociale, etc. Pour le droit privé, mais Maëlys nous dira sans doute, ceux qui s'orientent plus vers le droit privé, c'est souvent la résolution de cas particuliers. Alors il y a la question du droit de la famille, enfin, c'est une certaine attention aux personnes en réalité qui va guider ceux qui s'orientent en droit privé. Et donc nous avons différents masters en ce sens. Alors je vais passer ça n'a pas d'intérêt. Nous avons un master de droit des activités maritimes, je le précise parce que nous sommes à Brest. Donc évidemment, la faculté de droit de Brest répond à une certaine spécialisation territoriale, et donc avec un master de droit maritime. Je précise aussi que dès l'année prochaine, mais vous, si vous inscrivez en droit, ce sera donc dans 3 ans, un master de droit du numérique est en train d'être élaboré, et donc dans quelques années, dans 3 ans, les étudiants pourront candidater à un master de droit du numérique pour la régulation des plateformes, la régulation du droit à l'image, des ressources, enfin comme je l'ai évoqué, des données à caractère personnel. Alors les licences professionnelles, pour que ce soit bien clair, vous avez à Brest ou dans les autres universités, c'est sur dossier après la validation de la 2e année. Ces licences professionnelles sont proposées en alternance. C'est-à-dire que souvent, c'est ce qui permet à l'étudiant qui est dans une licence professionnelle de s'insérer directement dans le monde du travail. Il se trouve que pour les masters, il y a aussi à l'UBO, enfin à la faculté de droit, et c'est une spécificité de la faculté de droit, l'intégralité des 11 masters de la faculté de droit sont ouverts à l'alternance. Ils sont ouverts à l'alternance, ça veut dire que tout le monde est en alternance. Ça veut dire que ceux qui souhaitent être en alternance peuvent être en alternance. Ceux qui veulent faire de la recherche pourront faire de la recherche. Ceux qui veulent devenir avocats vont s'inscrire à l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires. Donc, nous avons conçu les masters de sorte que les étudiants puissent suivre leurs envies professionnelles. Je veux faire de la recherche, je m'inscris en recherche. Je veux devenir avocat, je vais à l'IEJ. Je veux devenir conseiller en administration en entreprise, et je vais aller en alternance et je vais trouver un contrat d'alternance. Ce qui présente un avantage assez important, déjà en termes de rémunération, puisque vous êtes rémunéré dès que vous avez un contrat d'alternance. Vous êtes formé en même temps que vous apprenez et que vous exercez votre métier. Et très souvent, en réalité, les contrats d'apprentissage sont des pré-recrutements. Pour ma part, je dirige le master de droit public. Il se trouve que les étudiants qui sont en alternance par exemple à l'Ifremer, sont en alternance à l'hôpital, sont en alternance à la métropole ou au département, et travaillent sur des sujets concrets. Alors je vais donner un exemple. La mise en place du développement durable dans l'administration. C'est bien beau de dire, bah oui, il faut développer la croissance verte, tout ça c'est des beaux mots, mais concrètement, comment on fait?
Là, il va falloir des juristes qui vont dire, bah, dans les achats, quand on va acheter cette table-là, on va exiger que celui qui nous la vend y ait un label, etc., etc. Et on va faire un contrat qui va permettre de développer l'achat de matériel développement durable. Vous voyez, il faudra un juriste qui, dans les contrats, mettra ce qu'il faut faire. Et en alternance, alors là c'est droit public, mais par exemple en le master droit patrimonial, bon bah évidemment, il n'y a pas besoin de beaucoup expliquer que les ventes immobilières supposent des juristes et les enjeux financiers sont suffisamment importants pour que les différentes agences immobilières embauchent des alternants pour travailler sur ces sujets. Alors, je vous les ai mis comme ça, vous les aurez lorsque vous pourrez accéder aux documents. Donc, droit public, droit privé, activité immobilière, personnes vulnérables. Alors, le master droit des personnes vulnérables, comme son nom l'indique, c'est en gros tout le droit de la protection sociale, c'est-à-dire l'accompagnement des majeurs, des mineurs sous tutelle, etc. Donc, comment on accompagne ces personnes en situation de vulnérabilité, sachant qu'il y a un droit des personnes vulnérables tout à fait spécifique. Le master justice procédure, dont le but est la préparation à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, donc pour devenir magistrate ou magistrat. Et ce qui m'amène à certains aspects de la préparation justement à ces métiers qui sont ceux sans doute que vous connaissez le plus, à savoir avocat, juge. L'Institut d'études judiciaires, au niveau master, vous forme à l'accès à ces différentes professions. Pour ma part, je préside le CRFPA, c'est-à-dire le concours pour rentrer à l'école d'avocat. Et la faculté forme à l'accès à ce concours. Et ensuite, vous partez à Rennes pendant 2 ans et il y a ce qu'on appelle le CAPA, le concours de sortie. Alors, après vous avoir fait un petit peu ce panorama de, en gros, la structure d'une licence en 3 ans, les possibilités de sortir en licence pro si on veut arrêter, les possibilités de master si on veut continuer dans les différents domaines suivant ce qui nous intéresse. La grande question, j'imagine, c'est pour ça que vous êtes là, c'est est-ce que les études en droit escombent ? Bon. Alors, sur ce sujet, dans les salons Azimut que je fréquente tous les ans, souvent les lycéennes ou les lycéens que j'ai face à moi se demandent est-ce que j'ai la capacité, est-ce que je vais réussir, est-ce que c'est trop dur, est-ce que c'est du par cœur, quelles sont les stats de redoublement, combien il y arrive à la fin, bon bref, tout ça. J'imagine que c'est une interrogation qui est assez partagée, enfin en tout cas vous feriez figure d'exception parce que tous les ans c'est à peu près la même. Pour ma part, je considère que la seule compétence requise pour commencer des études de droit, c'est de se demander si on aime ça, premièrement, et deuxièmement, si on aime ça, est-ce qu'on aura la volonté d'aller au bout? C'est-à-dire, est-ce que quand on aime quelque chose, on le fait vraiment? C'est les 2 seules questions. C'est-à-dire que c'est pas une histoire, mais je ne crois pas beaucoup à cette histoire de capacité. Pour moi, la seule vraie capacité, c'est la volonté de faire quelque chose. C'est pour moi le seul vrai prérequis. Alors ce qui est compliqué sur le fait de savoir est-ce qu'on aime ça, c'est que vous, théoriquement, alors certains peut-être, vous n'avez pas fait de droit véritablement. Vous avez fait un peu, peut-être dans certaines filières il y a, mais en fait pas vraiment. Vous avez ouvert la fenêtre, vous avez vu, mais vous n'en avez pas fait vraiment. Donc se pose la question de savoir si on va aimer ça. Alors, il y a des immersions qui seront évoquées tout à l'heure. Au fond, moi, je crois qu'il y a 2 catégories de personnes qui aiment le droit. Il y a les personnes qui aiment avoir toujours raison. Et c'est largement répandu, puisque le droit, c'est le dernier mot de la société, et que nous, on vous apprend à avoir raison. Donc, en général, les compétences... je veux toujours avoir raison, je réponds et puis je veux avoir le dernier mot, sont les bienvenus à la faculté de droit. Puisqu'elles sont attendues dans les métiers du droit. Parce que l'avocat va plaider, parce que le juge va décider, parce que, vous voyez, c'est la fonction du juriste, de dire, attendez, mais là, le droit c'est comme ça, et ça sera comme ça. Voilà. Donc il y a cette catégorie de personnes, et souvent ça va être le fait d'aller chercher la règle de droit, qui va permettre d'avoir raison, telle jurisprudence qui va être intéressante. Vous voyez, une approche, je dirais, pragmatique du droit.
un gros wagon d'étudiants et d'étudiantes. Deuxième wagon d'étudiantes et d'étudiants, le droit, c'est aussi, pour moi, c'est un peu le langage de la société. C'est-à-dire que le droit, vous étudiez le droit, vous comprenez la société dans laquelle on est. Le droit est toujours pétri finalement de tout ce qui se passe. J'ai évoqué le numérique, l'environnement, peu importe ce qui se passe dans une société, ça finit toujours dans le droit. Et en réalité, ce qui est intéressant quand on étudie le droit, c'est qu'on comprend la société, on va comprendre, faire un peu d'histoire, un peu de compréhension sociale. Et donc, là, ça va être plutôt des personnes qui vont être sensibles à voilà, le débat, la compréhension de l'histoire, de la société, alors souvent il y a la question des inégalités, l'intérêt général. Alors une grosse notion en droit public, c'est l'intérêt général. Vous imaginez combien d'années on peut s'amuser avec la définition de ce qu'est ou ce que n'est pas l'intérêt général. Donc vraiment, est-ce qu'on aime bien le droit, faut voir si vous appartenez à l'une ou l'autre de ces deux catégories. Le droit répondra pleinement à vos attentes. Après, le deuxième aspect, une fois qu'on est rentré en droit, une fois qu'on sait qu'on aime le droit, et ça en principe on le sait assez vite. Hein. Enfin, moi je considère qu'en principe, dans les 2-3 mois c'est plié, on sait. Après ça ne veut pas dire qu'on a des bonnes notes tout de suite, mais on sait, bon, en fait j'aime bien. J'aime bien, alors parfois certains s'en rendent compte tout de suite et ils arrêtent. Très bien, ça ne sert à rien de continuer quelque chose qu'on n'aime pas. D'autres vont quand même essayer de valider la première année, ils l'auront pas, puis ils font autre chose, ça sera très bien aussi. Et puis après ceux qui aiment, faut continuer dans les années suivantes. Alors après cette question de l'appétence pour le droit, il y a la question évidemment de la volonté et de la charge de travail. C'est souvent une vraie question, le par cœur, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail en droit? La réponse est oui. Oui, il y a beaucoup de travail en droit. Oui, il y a du par cœur. Oui, il faut connaître des articles du Code civil. Oui, il faut connaître des jurisprudences. C'est vrai. Je ne comprends pas. Voilà. Ce qui, évidemment, a priori, peut effrayer. Parce que, c'est vrai, il y a du travail. Bon, moi, ce que j'ai toujours considéré de ce point de vue-là, c'est que, encore une fois, moi j'ai toujours été nul en mathématiques. C'est une propriété aussi assez fréquente chez les juristes. Et une demi-heure de mathématiques m'a toujours paru plus douloureuse que 3 heures à travailler le droit. Donc ça dépend aussi de ce qu'on aime. Ça dépend aussi du cadre dans lequel on se met. Moi j'explique toujours aux étudiants que la bibliothèque universitaire qui est à côté doit devenir leur nouvelle résidence. C'est-à-dire que quand il n'y a pas cours, vous allez à la BU. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas boire des cafés à la cafétéria juste à côté. Quand je vais à la BU, je vois bien, il y a un paquet d'étudiants qui sont en train de boire des cafés. Mais quand vous rentrez chez vous, vous avez un petit sentiment de culpabilité, parce que vous savez que vous auriez dû travailler. Et donc, il y a quand même le cadre, et puis aussi, je le dis toujours, mais quand on arrive à la faculté, le but c'est aussi tout simplement de se mettre avec des personnes qui travaillent, qui vont à la bibliothèque. Pourquoi? Parce que quand on est dans une ambiance de travail, on travaille. Je ne crois pas beaucoup au fait qu'on puisse réussir, enfin on peut réussir seul, c'est beaucoup plus simple en fait quand on est dans un groupe de travail, parce que quand il y en a un qui est un peu moins motivé, il y en a toujours l'autre qui va plus tirer. Vous voyez, dans un groupe c'est plus facile de travailler. Et puis, bon, on peut très bien au début ne pas réussir en droit. C'est d'ailleurs en général ce qui se passe. C'est-à-dire que les premières notes en général ne sont pas bonnes. Les premiers contrôles continuent en général en octobre, quand les notes tombent, c'est pas facile. Pour certains, c'est la première fois qu'ils ont une note en dessous de la moyenne, et donc l'effet peut être assez dur. En réalité, c'est un peu là que tout se joue, c'est-à-dire est-ce que la personne se dit bon, en fait, ça m'intéresse pas parce que j'arrive pas à voir, ou j'aime bien et je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai eu une mauvaise note, et ensuite les choses se mettent en place progressivement. Alors il faut bosser, ça c'est clair. Mais une fois que c'est mis dans cette situation-là, eh bien, à mon sens, on peut réussir en droit sans difficulté. J'anticipe la question de savoir quels sont les taux de réussite.
parce que ça c'est souvent, vous avez besoin de chiffres. Je vais vous le donner, ce chiffre. 50% des personnes qui sont inscrites en droit n'obtiennent pas leur première année. Là, en principe, je calme l'Assemblée. Mais, comme dirait Churchill, moi je ne crois pas aux chiffres que j'ai moyen de trafiquer. C'est que j'ai dit 50% des inscrits. Okay, vous prenez 450 personnes, il y en a 225 qui vont en deuxième année. Très bien. On va prendre le wagon de 225 qui ne va pas en deuxième année. Dans ce wagon de 225, vous en avez 60 qui ne sont jamais venus. Ok? Vous en avez 40 qui sont venus, 2-3 cours, et puis en fait, non. Et vous en avez qui sont venus et qui n'ont pas travaillé. Ça marche pas. Ça marche pas non plus. Donc, la vraie stat qui est importante n'est pas le taux d'échec en première année, parce qu'effectivement, 50%, c'est beaucoup. Mais la vraie stat, c'est combien de personnes réussissent en droit, combien, sur le nombre de personnes qui travaillent, combien réussissent en droit. Alors, évidemment, cette stat, nous ne pouvons pas la produire, puisqu'il faudrait faire des sondages très fins. Moi, je suis assez convaincu que dans ceux qui travaillent raisonnablement, c'est-à-dire voilà, une semaine complète de travail, je suis assez convaincu qu'on serait, je pense, à 90% de réussite. Mais dans ceux qui travaillent. Et donc, ça n'est pas la même manière d'aborder l'inscription en droit. Par contre, une chose est certaine, ça c'est sûr, il faut se le dire tout de suite, c'est que si vous ne travaillez pas, ça ne marchera pas. Vraiment, les effets, alors en plus, je peux le dire d'autant parce que c'était un peu mon cas, au lycée, sans trop forcer, ça passait. Là, ça ne marche plus. J'en ai fait l'expérience moi-même, première année. C'est-à-dire que le fait d'avoir capitalisé sur le fait d'écouter un peu en cours et puis de réussir tranquillement à s'en sortir, ça c'est clair, ça finit en première année. Ça n'existe pas. Peu. Donc vous voyez, c'est vraiment, là, il faut vraiment en avoir conscience et il faut être clair sur, d'une certaine manière, les études. Alors, j'ai mis quelques qualités dans le document, dans les qualités rédactionnelles. Bon, bah, le droit, c'est écrit, hein, donc ça veut dire qu'il va falloir savoir écrire. Aptitude à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse de texte, c'est clair que vous allez en lire des textes si vous faites du droit. Pouvoir travailler de façon autonome, disposer d'une certaine culture générale, être intéressé par les questions sociétales. Alors, comment réussir la transition entre le lycée et l'université? Alors, j'ai un peu anticipé, mais faut avoir une bonne méthode. Une bonne méthode, travailler régulièrement, préparer les séances de TD. Ça, je veux dire honnêtement, ça c'est un discours de prof. C'est vrai, il faut travailler régulièrement, il faut assister au CM et au TD. Juste CM, TD, pardon. Effectivement, les cours magistraux et les travaux dirigés. Merci de me poser la question. Une semaine étudiante, vous avez des cours magistraux où vous êtes tous dans l'amphi. 400 personnes dans l'amphi, donc les images que vous pouvez imaginer sur un amphi comme celui-ci, mais vous multipliez par 4. Et puis vous avez des travaux dirigés. Et les travaux dirigés, c'est sur certaines matières, en petits groupes, de 40 maximum. Alors en réalité, en première année, on essaie de descendre un petit peu. 35 maximum, et là, en cours magistraux, durant les cours magistraux, les étudiants écoutent ce que l'enseignant dit, c'est-à-dire que moi, par exemple, je fais les cours en deuxième année, je suis en première année, mais en deuxième année, bon, j'arrive, je fais mes cours, et c'est très rare qu'un étudiant pose la moindre question, donc les étudiants prennent des notes, et ensuite ils ont des TD, des travaux dirigés, où ils vont pouvoir poser des questions sur le cours magistral. En disant, ce passage-là, je ne l'ai pas bien compris, qu'est-ce que ça veut dire? On va leur apprendre aussi la méthode, qui est vraiment quelque chose de très important en droit, parce que finalement, le vrai enseignement, c'est le raisonnement juridique, comment on réfléchit en droit. Donc, être assidu, préparer les séances des travaux dirigés, donc je l'ai dit. Après, il est clair que chacun élabore un peu sa méthode. Certains travaillent mieux
je sais pas moi, le soir à la bibliothèque, d'autres c'est le week-end. Enfin, après, chacun élabore sa méthode de travail. Moi, pour ma part, je considérais, quand j'étais étudiant, que ça devait tenir en une semaine. Je n'ai jamais travaillé le week-end. Jamais, jamais, jamais. C'est une règle. Donc, je travaillais du lundi au vendredi soir. Mais par contre, j'étais à 8h ici, et si j'avais cours, bah, j'avais cours. Si j'avais pas cours, j'étais à la bibliothèque. Puis je repartais de chez moi, je repartais d'ici à 18h. S'il n'y avait pas cours, ben, il n'y avait pas cours. S'il y avait cours, j'étais en cours. Alors parfois les cours durent plus tard, ça peut aller jusqu'à 20h ou plus tard. Mais voilà, c'était mes journées. Et donc je travaillais ici. Et le week-end, à partir du vendredi soir, c'était fini. Ce qui me permettait par ailleurs, et j'anticipe peut-être les questions, il se trouve que moi j'étais étudiant, qui travaillais à côté. J'étais dans un supérieur à Cloisonné, qui n'existe plus, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'on peut s'organiser. J'avais des copains, ils ne faisaient rien la semaine. C'est-à-dire ils allaient en cours, puis, mais en revanche, le week-end, c'était à leur tour de bosser. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je n'aurais pas pu faire ce qu'ils faisaient, et sans doute, eux, ne pouvaient pas faire ce que je faisais. Après, c'est ça la grande liberté à la faculté, c'est que vous êtes libre de vous organiser. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir derrière vous, et ça c'est une grande rupture avec le lycée, c'est que moi, en tant qu'enseignant, quelqu'un qui ne vient pas à la faculté, qui ne travaille pas, en fait, très bien, je ne le verrai même pas. Vous imaginez l'amphi, 200 personnes en deuxième année, enfin, si la personne n'est pas là, mais je ne le saurais pas. Donc, et d'ailleurs, moi je considère, et le corps enseignant, on considère qu'on n'est pas là pour faire la police, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous aider. Quelque part, les raisons pour lesquelles vous êtes là vous appartiennent, et on n'a pas. Voilà, c'est vous qui décidez d'être là. Moi, ça m'est arrivé en première année, c'est ce que j'explique aux personnes. À la première séance, en première année, il y a toujours quelqu'un qui se comporte comme au lycée. Je lui dis, mais vous n'avez pas compris, moi, je ne vais pas vous faire la police pendant un an, si ça ne vous plaît pas, vous partez. Hein. Moi, je m'en fiche, il y a un baby-foot à la cafette, allez-y, très bien. Hein. Ça ne me changera rien. Hein. La personne en général se calme. Et il n'y a pas de rapport de confrontation, parce que vraiment, moi, je m'en fiche qu'elle soit là ou pas là. En revanche, une personne qui, à la fin, vient dire bon, bah, moi, j'ai des difficultés, je n'y arrive pas, j'ai envie de bosser, alors là, ça m'intéresse. Là, c'est mon boulot. Mon boulot n'est pas de forcer ceux qui sont là à savoir pourquoi ils sont là. Mon boulot est d'aider ceux qui sont là et qui veulent travailler. Et ça, c'est une grande différence avec le lycée et qui se justifie parce que tout simplement, vous êtes des adultes, juridiquement, vous êtes des majeurs capables et donc vous êtes capables de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous êtes là. Alors, dans les cours de L1, on n'oublie pas d'essayer de vous aider pour des éventuelles remises à niveau. Donc sur la méthodologie, on vous accompagne, méthodologie soit juridique mais aussi orthographe. Alors clairement, il y a besoin souvent. On donne accès gratuitement la faculté paye, mais c'est gratuit pour les étudiants à la plateforme et à la certification Voltaire, ce qui permet à chacun de progresser s'il y a des difficultés à ce sujet. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs en réalité, c'est-à-dire que la faculté, on va dire des années 90, où on arrivait et il n'y avait que l'enseignant et il n'y avait personne, on ne savait pas à qui parler, ça n'existe plus. C'est-à-dire que alors, nous nous apprêtons tous à aller aux fêtes de Noël, et durant les repas de famille, évidemment, ça va être des concours de préjugés sur les orientations. Vous y aurez le droit, c'est normal. La faculté, où vous êtes livré à vous-même, sans accès à quiconque pour vous aider, ça n'existe. Alors, je ne sais pas si ça existait avant, en tout cas c'était les préjugés qui courent, mais en tout cas ça n'existe pas maintenant. Je me dis, vous pouvez même si c'est le cas, mais si vous avez un problème, enfin moi par exemple, je suis tout le temps à la faculté, je n'ai pas changé, donc je suis resté étudiant, enfin voilà, les enseignants passent dans les couloirs, il y a des directeurs des études qui sont là pour accompagner les étudiants qui se posent des questions sur leur poursuite d'études, vous avez des délégués, vous avez des représentants, il y a toute une série d'instances
Techniquement, quelqu'un, pour moi, c'est impossible, quelqu'un qui puisse dire « Ah ben j'ai été largué, j'avais aucun interlocuteur ». C'est que la personne n'a pas ouvert ses mails, n'a pas regardé les plaquettes qu'on a distribuées et n'a rien écouté à ce qu'on a dit au début d'année. Parce qu'il y a X interlocuteurs, et s'il y en a un qui ne répond pas, il y a toujours un autre qui pourra répondre. Donc on n'est pas livré à soi-même. On a une liberté que j'ai évoquée. On ne viendra pas vous forcer, on ne vous forcera pas à venir. En revanche, si vous demandez de l'aide, vous l'aurez. Petit exemple de semaine de cours en droit. Ça, c'est, alors je ne sais plus si c'est de l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà à peu près comment une semaine peut se configurer. Alors vous voyez, par exemple, c'est typique, hein, vous avez par exemple le lundi, ça va être beaucoup de cours, puis le mardi, il y aura que le matin, et le vendredi, vous commencerez à 10h. Vous voyez, il n'y a pas d'unité, c'est pas 8h, 15h30 ou 8h, 16h30, comme ça peut être, par exemple, dans les lycées. Et donc la grande réflexion, c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vient à celui de 8h, parce que c'est tôt, et qu'est-ce qu'on fait une fois que celui de midi est parti, enfin est fini, pardon. Et vous voyez, la réussite en droit se situe dans toutes les petites minutes blanches. La grande question, c'est ce que vous faites à ce moment-là. Vous voyez, c'est là que ça se joue. Ça représente en volumétrie à peu près 24 heures de cours par semaine, à peu près. Avec les cours magistraux et les travaux dirigés. Point sur cette semaine, et je vais, pour ne pas oublier ça, sur la vie étudiante, il y a aussi un petit sujet, souvent c'est avec les parents d'ailleurs que ce sujet c'est oui, mais bon, le risque, c'est qu'il faut beaucoup bosser et puis une grande liberté. Donc c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Encore une fois, je pense qu'il est tout à fait possible de réussir ses études tout en profitant de la vie étudiante. Et d'ailleurs, j'ai toujours tendance à considérer que quelqu'un qui ne fait que travailler, c'est un problème. Qui ne fait que ça, c'est un problème. Alors, vous avez bien entendu la partie d'avant, il faut aussi beaucoup bosser. Mais et on en voit des étudiantes ou des étudiants qui ne s'arrêtent jamais parce qu'ils ont peur, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, c'est pas bon. Il faut aussi vivre ce qu'il y a à vivre entre 18 et 21. Enfin, 18 à 21 ans. Il y a plein de choses à vivre entre 18, ou même si moi je suis au master, entre 18 et 23 ans. La vie doit avoir lieu, mais avec la faculté. Alors, comment candidater? Petit point, donc vous avez les candidatures sur Parcoursup, avec, donc en tapant droit Brest dans la barre de recherche, voilà, vous avez les modalités, et les différentes manières de candidater. Bon, ça vous le verrez dans le document. Quels sont les critères d'évaluation pour les candidatures? Pour les futurs titulaires du baccalauréat général, les notes en français, histoire, géo, quel que soit le parcours de licence choisi. Notes en LV1 et LV2 pour la licence droit parcours carrière internationale. En fait, en gros, ceux qui veulent faire la droit et langue, on va regarder les langues, c'est logique. Les notes en philosophie et en spécialité pour la licence de droit parcours marché de l'art. Et pour les autres, les résultats scolaires et la lettre de motivation. Dernier point peut-être sur les facteurs d'indécision concernant le choix de la licence, enfin le choix d'entrer en licence de droit. Je tendance à dire que souvent il y a un discours de l'échec en première année, le fait de ne pas avoir sa première année, c'est un échec. Je pense que moi, quelqu'un qui va en droit et qui se rend compte que ça n'est pas fait pour lui, ça n'est pas un échec. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui vont venir, en fait, c'est pas pour moi. La grande question qu'on leur pose, mais pourquoi c'est pas pour toi? Parce que j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça, ça, ça. Bravo, tu sais où tu dois t'inscrire l'année prochaine. C'est-à-dire que, de toute façon, un parcours professionnel, ça commence forcément par un début dont on n'est pas sûr que c'est le bon. Et donc, évidemment, il y a une forme d'incertitude. On ne peut pas être sûr. Quand je me suis inscrit en droit, je n'étais pas sûr. Il se trouve que ça m'a plu. D'autres, ça n'a pas marché, et ils ont des très belles carrières aussi. Quand on discute avec différentes professions,
Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de discuter avec des gens, voilà, comment tu es devenu telle profession. Les gens disent, bah, moi j'ai commencé par ça, puis en fait j'ai fait ça après, ce qui m'appelle comme il y a ça. C'est-à-dire que le choix que vous avez à faire, là, maintenant, enfin qui va venir dans les prochains mois, il y a une pression énorme de la famille, là, les fêtes de Noël vont être horribles, parce que tu fais l'année prochaine, c'est très bien, ok. Effectivement, il faut bien choisir quelque chose. Mais ça ne va pas déterminer votre vie. Tout ne va pas se jouer dans les 3 mois. Enfin, c'est pas, vous faites une erreur et terminé. C'est pas ça qui va se passer. Vous allez faire un choix, et avec une part d'incertitude. C'est même pas la peine de la nier, c'est clair. Même pour ceux qui disent je suis sûr que je veux faire avocat. Très bien. Vous prenez la première année de droit, vous dites qui veut faire avocat, vous avez la moitié d'amphi qui dit je veux devenir avocat. Vous prenez la troisième année de droit, vous demandez qui veut devenir avocat, vous n'avez plus la moitié d'amphi. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui voulaient devenir avocat n'ont pas réussi, c'est juste qu'au passage, ils ont changé d'avis. Ça ne se passera pas forcément comme prévu, mais c'est pas grave. Et presque, j'aurais tendance à dire, je vous le souhaite, que ça ne se passe pas comme prévu. Pour que vous trouviez, vous, votre voie, en fait. C'est ça qui compte. En passant par le droit pour y rester, en passant par le droit pour en sortir. De toute façon, le droit, c'est un choix qui mène à énormément de choses. Et c'est le dernier point, c'est que vous pouvez être en droit, vous rendre compte que ça ne va pas, valider votre première année, parce que vous devez quand même la valider, et passer dans d'autres filières. En économie, parce que en fait, finalement, l'économie, c'est ce qui m'intéresse, c'est possible. C'est possible de changer d'une licence à une autre. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que le choix qui vous attend pour les prochains mois est important, mais il n'est pas décisif et exclusif. C'est un premier pas, et ensuite vous verrez le deuxième. J'en ai fini pour ma présentation après avoir beaucoup parlé, et maintenant, je laisse aux questions. Alors, avant de laisser la parole à Maëlys, peut-être y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas, ou sur le chat, Marco? Non, il n'y a pas. Ok. Donc, moi je propose maintenant, merci Monsieur Labelle, je vous propose maintenant de laisser la parole à Maëlys. Donc, Maëlys qui est en 3e année, je vous propose peut-être Maëlys de vous présenter rapidement, vous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi les études en droit, peut-être déjà en commençant. Alors, du coup, moi j'ai fait une terminale générale avec des spécialités histoire géopolitique, sciences politiques et littérature espagnole. Donc en fait, moi, dès le départ, déjà dès mon arrivée au lycée, j'ai été positionnée dans le sens où je voulais déjà faire du droit parce que ça m'intéressait. Suite à un stage que j'ai effectué en 3e dans le cabinet d'avocat, ça m'a directement intéressée. Donc je m'étais positionnée déjà sur des études de droit, donc j'avais choisi mes spécialités en fonction de ça. Du coup, j'ai eu mon bac avec ces deux spécialités-là. Et j'ai été prise au bout d'une semaine sur Parcoursup à la fac de droit de Brest. Donc là, pas de pression, si jamais vous mettez plusieurs facultés de droit et que vous voulez être à tout prix à Brest, ça peut prendre du temps. Moi, ça a mis une semaine, mais j'ai été acceptée, donc voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué, la passerelle entre la terminale et la R1 de droit, c'est assez compliqué parce que, comme disait M. Labelle, on n'a pas eu le même accompagnement qu'au lycée. C'est-à-dire qu'on est beaucoup tout seul, en fait, on est très. Comme il disait, c'est nous qui décidons de notre avenir. Donc si on n'a pas envie d'aller en cours, on ne va pas. Mais après, les résultats n'arrivent pas si on n'a pas en cours. Donc c'est vrai qu'au lycée, on a cet accompagnement avec les professeurs, la vie scolaire, si on a une absence, on doit justifier notre absence, on peut être collé, on doit être en cours en fait, pour valider notre diplôme, alors qu'à la fac de droit, à la faculté de tout cours, on n'a pas ce suivi-là. Donc c'est vraiment vous qui devez prendre en main. Mais encore une fois, comme disait M. Labelle, on n'est pas non plus tout seul. Il y a vraiment des gens avec qui on peut parler, des professeurs, des chargés de télé qui sont là pour répondre à nos questions. Donc, vous n'êtes pas non plus tout seul. C'est juste qu'il faut être bien organisé quand vous arrivez en R1 et directement vous mettre dedans. Parce que moi, j'ai fait l'erreur de me dire bon, bah, c'est comme au lycée, je travaille, mais je laisse un peu. Bon, je fais des choses à côté, je travaille, mais pas vraiment. Et au final, les notes ne sont pas très très bonnes. Mais ça se rattrape. Ça se rattrape. C'est juste qu'il faut prendre le pli dès le départ.
Et donc, comment, parce que vous disiez que vous avez choisi vos spécialités en fonction de votre projet qui est de devenir avocat, c'est ça? Magistrat. Et est-ce que ce que vous imaginiez, comment vous imaginiez le droit quand vous étiez au lycée et comment est-ce que ce que vous imaginiez, c'est ce que vous avez rencontré? Oui, je dirais que j'imaginais comme ça. Après, il y a des choses, notamment certaines matières où je ne pensais pas qu'on aurait ce... Par exemple, en première année, on a beaucoup d'histoire. On a l'histoire du droit, on a l'histoire des idées politiques, on a du droit constitutionnel. Donc là aussi, c'est très en rapport avec la politique. Donc en fait, on touche à plusieurs sujets. Et moi, je ne pensais pas que c'était autant. Je pensais pas qu'on avait autant d'histoires, je pensais que c'était très. Un peu comme ce qu'on voyait à la télé, alors que pas du tout, enfin, dans les séries, dans les films, alors que pas du tout. Pour l'instant, on est là, c'est des matières globales, c'est vraiment une introduction au droit, donc voilà. Mais après, ouais, j'avais une idée qui était faite à moitié, on va dire. D'accord. Et donc, tout à l'heure, vous avez dit, Maëlys, qu'il fallait être très organisé dès le début, et M. Lavelle l'a dit aussi, mais comment vous avez construit cette organisation? Comment on fait pour être bien organisé en fac de droit? Alors, déjà, en L1, j'avais pas de job étudiant à côté, et honnêtement, je ne recommande pas de faire un job étudiant à côté, sauf si vous êtes vraiment très très organisé. Mais c'est vrai que, comme je disais, au lycée, moi, j'étais pas. Enfin, j'étais scolaire, j'avais des bons résultats, mais sans vraiment faire d'efforts. Du coup, bah, quand on arrive à la fac et en faisant pas d'efforts, du coup, on n'a pas de résultats, on se dit, mince, bah, pourtant, au lycée, j'avais des bonnes notes et je ne me donnais pas autant. Alors, c'est vrai que du coup, en fait, l'organisation se construit sur pendant que vous faites votre L1. Parce que moi, du coup, quand j'ai vu que les résultats ne suivaient pas, je me suis dit, ben, du coup, c'est ma technique de travail qui ne fonctionne pas, en fait, donc il faut que je la change. Donc c'est vrai que je me suis mise à travailler plus souvent. Je relisais mes cours les soirs. Donc en fait, quand je sortais du cours, le soir, je reprenais mes cours, c'est hyper important. Parce que si vous copiez votre cours tous les semaines et que vous ne lisez jamais, bah, arrivé au partiel, ce ne sera pas la peine d'avoir une semaine pour apprendre 30-40 pages, c'est pas possible. Donc c'est vraiment faire du travail toutes les semaines. C'est du travail sur la durée en fait. Et vraiment travailler avec la méthode de TD, c'est hyper important. C'est ça en fait qui va faire que vous allez réussir vos contrôles parce que la méthode juridique est hyper. C'est très. C'est pas compliqué, mais c'est spécial. C'est pas ce qu'on voit au lycée. Donc c'est vraiment une organisation qui se fait au fur et à mesure de l'année. Après, si vous pouvez commencer à travailler dès maintenant, c'est quoi vous Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut relire ses cours, déjà s'entraîner au lycée à relire ses cours tous les soirs. Est-ce que... Oui, c'est ça. En fait, même si vous n'êtes pas très scolaire, si vous n'êtes pas. Il n'y a pas mort d'homme, parce que moi, je n'étais pas très scolaire, mais au final, je suis quand même arrivée à 3. Mais c'est juste que du coup, il va falloir commencer déjà maintenant à se mettre dans le bain et à se dire que c'est ce qui vous attendra l'année prochaine si vous êtes pris ici. Donc, autant commencer dès maintenant. Donc, déjà, vous aurez des bonnes notes aussi cette année, hein, ça peut jouer pour l'admission à la fac. Mais ouais, c'est ça en fait, c'est travailler ses cours très souvent, les exercices. Alors, bien évidemment, vous aurez une vie sociale à côté, comme disait M. Lavelle. On peut très bien faire des études de droit et sortir avec ses copains à côté, là, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait depuis l'année 1. Et c'est vraiment une organisation à. Et tout à l'heure, vous évoquiez les partiels. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette notion et sur la manière dont les connaissances sont évaluées? Est-ce qu'il y a souvent une idée préconçue à l'université de se dire bah, j'ai pas de contrôle continu et puis dès les examens de fin de semestre, parce que l'année est organisée non pas en trimestre mais en semestre, et est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que, Monsieur Lavelle, tout à l'heure, vous avez mentionné des contrôles continus. Comment ça se passe l'évaluation? Alors en fait, vous avez du coup 2 semestres dans l'année. Et en fait, dans ces semestres, vous avez
des majeurs et des mineurs. Donc en fait, ces majeurs, ça va être des grosses matières que vous aurez des TD. Donc généralement, il y en a 3 ou 4 par semestre. Et en fait, ces matières-là, vous aurez, après tout dépend des professeurs, des chargés de TD, vous aurez généralement 2-3 contrats continus, donc les contrats qui sont éparpillés dans le semestre. Et donc ça, normalement, ça compte pour 50% de la note finale. Et ensuite, vous avez des notes au partiel. Donc le partiel, c'est l'examen terminal, c'est les examens qui permettent de clôturer le semestre et qui comptent pour 50% si je ne me trompe pas. Et donc en fait, si vous ratez votre partiel, vous avez les notes de contrôle continu qui vont venir rattraper. C'est pour ça que c'est hyper important de bosser cet été et ces cours continuellement toute l'année, parce qu'en fait, vous avez noté aussi durant le semestre. Donc en fait, vos notes, parfois ça va être des contrôles de connaissances, donc si vous apprenez bien votre cours, vous pouvez avoir une bonne note, et ça peut vite compenser en fait avec la note qui ne sera pas forcément bonne et que vous aurez eu au partiel. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de travailler continuellement tout le semestre. Donc on le voit bien, vous avez insisté sur le travail, vous avez insisté sur l'importance de la méthode, vous avez insisté aussi l'un et l'autre sur l'autonomie. Et ce que je retiens de ce que vous avez pu dire, c'est qu'on peut réussir ses études si on fait soi-même la démarche d'aller poser des questions, d'aller chercher de l'aide, mais qu'on aura toujours quelqu'un qui viendra nous aider. Est-ce que vous, par exemple, vous avez bénéficié de sortes de tutorat ou de contact avec les anciens étudiants? Alors, moi, si j'avais des questions, ça dépendait des cours, j'allais pas forcément les poser, j'allais soit faire mes recherches moi-même sur les sites juridiques qu'on a avec la fac, soit avec les chargés de TD. Et c'est vrai que j'allais rarement voir les professeurs de CM parce que moi, je sais que, je me disais qu'ils étaient occupés, qu'ils avaient d'autres choses à faire que de répondre à des questions. Et bon, monsieur Labelle a dit que, évidemment, on peut aller leur poser des questions. Mais c'est vrai que je faisais plutôt à mes chargés de TD ou je faisais mes recherches moi-même. Mais parce que j'étais un peu j'avais pas envie d'aller embêter les professeurs, mais évidemment que vous avez cet accompagnement-là où vous pouvez bien sûr poser des questions, sachant que c'est les professeurs de CM qui font votre cours, donc c'est sur ça que vous serez évalué à la fin de l'année, donc en fait, à la fin du semestre. En fait, si vous avez des doutes, il vaut mieux aller leur poser la question directement. Parce que parfois, entre le chargé de TD et le professeur de CM, ils ne sont pas d'accord sur la même chose, il vaut mieux aller poser la question directement au prof de CM. Après, vous avez aussi la scolarité qui répond souvent aux mails, ou si vous avez des questions, ils peuvent vous mettre en relation avec les professeurs. Vous avez des moyens de communiquer quand même. Les mails, ils y répondent assez vite. Donc c'est vraiment pratique. Et sinon, entre étudiants, est-ce qu'il y a de l'aide, de l'entraide? Est-ce qu'il y a des associations étudiantes? Oui, on a une association étudiante qui organise pas mal de choses et qui nous dit chaque année que on peut vraiment aller leur poser des questions si on a des doutes sur quoi que ce soit parce qu'ils sont aussi là pour ça. Et en règle générale, moi depuis que je suis en L1, on a fait un groupe en fait avec toute la promo sur WhatsApp. Donc en fait, il y a toute la promo qui est dedans et donc dès que quelqu'un a une question ou si quelqu'un a besoin d'un cours, généralement, les gens répondent bon. C'est pas. Je sais que moi, quand j'étais en terminale, il y avait ce cliché de la fac de droit, il y a de la rivalité, c'est très. J'entendais des choses comme quoi, par exemple, si on loupait un cours, personne n'allait nous amener le cours parce que elle méritait sa place et que c'était cher la place à la fac, tout ça. Alors que non, en soi, si vous avez des problèmes, des questions, besoin d'un cours, vous parlez de la promo et généralement, vous répondez pas de soucis là-dessus, il n'y a pas vraiment de rivalité. Oui, on voit, vous avez déconstruit un petit peu plein de clichés qu'on peut avoir sur la fac. Et on se rend compte que la fac aujourd'hui, c'est plus ce qu'on imaginait il y a quelques années. On se rend bien compte avec vous, Maëlys. Et alors,
Dans la vie étudiante, vous êtes de Brest? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des collègues qui ne sont pas de Brest, qui ont découvert la ville de Brest en arrivant à faire leurs études sur Brest? Moi, le groupe avec qui je reste, dans toutes de Brest, donc du coup, je ne connais pas. C'est après, on est beaucoup dans une promo, donc forcément, on ne peut pas connaître tout le monde. Moi, tous les semestres, je écoute quelqu'un dans la promo, parce que je ne les connais pas tous, donc on est tellement nombreux, donc voilà. Mais non, j'ai pas de personnes avec qui je reste en groupe qui ne sont pas de Brest. Alors, il faut savoir que si vous venez, si vous êtes hors de Brest et que vous venez sur Brest, il y a plein d'infrastructures, l'UBO, l'université met plein de dispositifs en œuvre pour aider les étudiants sur leur vie culturelle, sur leur vie sportive, sur la recherche de logement, sur l'accompagnement sur la santé, sur les restaurants universitaires. Donc il y a plein de dispositifs qui existent au sein de l'université pour faciliter la vie étudiante, qu'on soit de Brest d'ailleurs, qu'on ne vienne pas de Brest par exemple. Il y a le service sportif de l'université, le SUAPS, qui fait que, peut-être vous y êtes inscrite Maëlys, je ne sais pas, qui fait que vous pouvez pratiquer plusieurs sports gratuitement. La seule condition, c'est de se précipiter sur les inscriptions au tout début du mois de septembre, mais vous pouvez pratiquer plein de sports gratuitement à l'université. Et donc, comme M. Lavenne l'a dit et comme Maëlys l'a rappelé, plus on travaille bien, mieux on travaille, plus on a besoin de temps de détente aussi. Et donc, l'université met aussi à votre disposition des moyens pour faciliter votre détente. Donc, et pour les étudiants qui ne viendraient pas de Brest, on a quand même un campus universitaire avec des cités étudiantes, des chambres ou des studios, alors qui sont réservés en priorité aux étudiants boursiers, mais pas que, qui sont à des sommes très modiques, puisque je crois que la chambre étudiante, elle doit être à 252 € par mois. Et vous avez les restaurants universitaires, où vous pouvez nous en dire un mot peut-être, Maëlys, sur les restaurants universitaires? Oui, alors vous avez le restaurant universitaire, vous avez c'est un peu comme un self, comme vous connaissez déjà au lycée. Et vous avez aussi les cafettes, donc là vous avez plus des sandwichs, des paninis, des pastabox aussi. Vous avez plus, vous avez des choses très spécifiques que vous n'avez pas au restaurant universitaire. Et c'est... Alors si vous êtes boursier, c'est à 1 €. Et si vous n'êtes pas boursier, c'est 3,30 € le menu au rue et le menu à la cafette. Donc c'est hyper avantageux. Ouais, c'est très très avantageux. Et puis sur le campus, vous avez, comme l'a dit Maëlys, des associations donc, par filière et vous avez plein d'associations étudiantes qui ont pour vocation d'aider et de faciliter la vie des étudiants sur le campus. Est-ce que la faculté de droit met en œuvre un système de tutorat? Je ne me souviens plus. En fait, la faculté, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'il y a une semaine d'intégration. D'accord. La première semaine. On n'a pas de modèle de tutorat en tant que tel. On verra là, parce que les études comme ça, c'est complexe, mais il y a une semaine d'intégration qui permet de découvrir les locaux, les lieux, aussi les interlocuteurs. Je crois que cette semaine d'intégration, c'est nécessaire. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de liens avec les associations qui permet assez vite. Pour nous, le but, c'est de brasser les promos le plus vite possible pour que les étudiants puissent justement se constituer des groupes. Mais même, il faut imaginer que les exercices en première année, je pense notamment au droit constitutionnel, on impose des exposés pour que les étudiants, des exposés de groupes, pour que les étudiants se mélangent. Il y a vraiment cette volonté que les étudiants se restent. Peut-être avez-vous des questions à poser à M. Lavenne ou à Maëlys par rapport aux études de droit? Vous avez été parfaitement complète.
J'avais une question. Du coup, je suis en bac technologique et vous avez parlé d'une dizaine de C'est possible d'avoir accès à cette année de remise à niveau. Après, vous pouvez candidater quand même sur la licence et voir si vous êtes pris. Les bacs techno réussissent bien en général en droit. En fait, Enfin, toute phrase en général en droit, ça n'existe pas. En fait. Oui. En général en droit, ça n'existe pas. C'est-à-dire que réussissent en droit ceux qui aiment ça et qui veulent. c'est ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, je veux dire, moi, je l'ai dit, je m'occupe d'un master. Moi, j'ai découvert au moment du master qu'il y avait un étudiant qui venait d'un bac technologique. Et en fait, je voyais bien, c'était source de. C'est un truc qui est vraiment présent dans les promos, cette histoire de bac, etc. Mais en réalité, en fait, nous, ce qui compte, c'est les copies qui sont rendues en novembre et en juin. Donc, en général, ceux qui n'aiment pas ça et qui ne veulent pas n'y arrivent pas. Après, on ne s'occupe pas vraiment de la marque du vélo, on s'occupe des notes. En fait, vous voulez réussir en droit, vous réussirez en droit. C'est sûr. Si je peux rajouter quelque chose, si par exemple, vous voyez, parce que moi je sais que quand j'étais en terminale, j'avais regardé, on avait une brochure à la fac sur les licences et les matières qui sont proposées, il y a certaines matières qui sont écrites dessus. Si jamais il y a des matières qui ne vous plaisent pas trop, le point positif de la licence, c'est qu'en fait, tous les semestres, on change, comme je vous l'ai dit, de professeur et du coup de matière. Donc en fait, on aura par exemple du droit des personnes au premier semestre de la L1 et au deuxième semestre, on aura le droit de la famille. Donc c'est des matières qui changent tous les semestres. Donc en fait, on a vraiment pour tous les goûts, si je peux dire ça comme ça. L'emploi du temps aussi change. Aussi, vous finissez à 20h le premier semestre, vous finissez peut-être pas à 20h le deuxième semestre. Hein. Ça veut rien dire. Et ouais, donc voilà, donc si vous voyez des matières qui. Après, c'est sûr qu'il faut, comme disait M. Lavelle, il faut aimer le droit. Parce que si vous n'êtes pas du tout attiré par ça, je pense que c'est même pas la peine d'essayer. Parce que, en tout cas, par tout ce qui est géopolitique, politique, l'histoire, le droit, tout ce qui tourne autour de ça, si vous n'aimez pas ça du tout, c'est pas les bonnes études, parce que c'est vraiment. Ça tourne beaucoup autour de ça et il faut s'accrocher. Si vous n'avez pas ces images-là, D'autres questions peut-être? Oui. Moi j'avais juste une question. Est-ce que aller dans une fac mieux classée, ça aura vraiment un impact sur les débouchés qu'on aura après ou c'est juste. Alors, la fac de droit de Brest a été classée 2e nationale en termes de professionnalisation. Donc, je ne sais pas de quelle fac vous parlez. Ah non, mais souvent on voit, sur Parcoursup, les classements. Ah oui. Et par exemple, les facs parisiennes, ça va être dans le Pôle, etc. Et Ah oui. aller dans une de ces facs, ça va être mieux pour ça plus d'avantages. En fait, parce que la fac, en fait, en gros, vous dans la présentation Parcoursup, c'est en gros, fac de Brest serait moins bien classée que par exemple Bordeaux ou. C'est ce qu'on dit. En fait, ça dépend de comment vous constituez le classement. C'est-à-dire que vous, votre but à vous, en faisant des études, à la fin, c'est quoi? Un métier. Donc, vous prenez le classement des facs, et comment ces classements sont effectués? C'est le nombre de candidatures, parce qu'on se dit, plus il y a de candidats, plus elles sont bonnes. C'est sûr que ça échappe à personne que Paris, il y a plus de monde qu'il en reste. Donc, mécaniquement, il y a un effet de remontée. Sur l'accès professionnel, moi je pense qu'en licence, Brest a, je le dis, une excellente licence de droit et nous avons des étudiants qui partent dans d'autres masters après. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait sa licence de droit à Brest ou à Quimper, enfin, du Léo, a une seule licence. Ça, c'est certain. Et il peut soit accéder au master de Brest, soit accéder à d'autres masters. J'ai des étudiants pour L3 ou des étudiants qui sont partis dans les facs que vous évoquez. Après, il
il y a plusieurs choses à prendre en compte. À Brest, vous avez des masters généralistes, des masters plus spécialisés. Il faut être clair, on n'a pas tous les masters à Brest de la même manière qu'il n'y a pas tous les masters à Brest. C'est sûr que, par exemple, je sais pas, vous voulez faire un master de droit de l'énergie, il faudra partir à Lyon. Est-ce que la licence de Brest vous permet d'aller ailleurs? La réponse est oui. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est, alors là je rentre un peu dans une considération un peu plus, c'est les bassins d'emploi. C'est-à-dire que vous prenez la population de Paris, de Marseille, de Bordeaux, vous prenez le nombre d'étudiants qu'il y a dans la première année de droit, vous prenez le nombre de personnes qui sortent de master dans ces villes-là. Est-ce qu'il existe autant de besoins d'emploi dans ces grandes villes que d'étudiants, passez-moi l'expression, produits par ces facultés? Okay. À Brest, nous formons tous les ans 20 juristes en droit public qui sortent de master de droit public, 20 juristes qui sortent de master de droit de la mer, 20 juristes qui sortent du droit patrimonial. Il y a, sur le grand bassin d'emploi à Brest et ailleurs, besoin d'au moins 20 personnes tous les ans en droit public, tous les ans en droit maritime. Donc cette question du classement des facs, c'est important de l'avoir en tête, mais il faut aussi comprendre comment c'est fait, aussi quelle échelle de fac vous voulez, quel type de spécialité vous voulez avoir. Vous voyez, il faut penser à plusieurs choses. Je vais prendre un exemple, mais ce que je dis par exemple serait valable pour Rennes, Le Havre ou Strasbourg. Vous prenez les masters là par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, en droit public. Moi les masters en droit public, je range droit public, c'est pareil en droit public, parce que je m'occupe du droit public, donc c'est plus simple pour moi d'en parler. Moi dans le master de droit public, j'ai des conventions avec l'Ifremer, avec la métropole, avec le tribunal administratif de Rennes. Ils ont des besoins de former, ils ont des besoins, et donc ils ont besoin que les étudiants soient formés. Tous les ans, les institutions m'envoient leur offre d'alternance pour les étudiants. Et c'est pareil en droit patrimonial, c'est pareil en droit privé. Pourquoi? Parce qu'on a des liens avec eux. Moi, je connais les personnes qui recrutent dans ces domaines, et il y a un lien entre la faculté et l'extérieur. Ça existe dans les grandes villes aussi. Mais on va dire, là, pour le coup, la compétition est très différente. Ça répond à votre question? D'autres questions peut-être? Oui. Vous avez dit que sur la première année de L1, il y avait 450 admis. Sur la dernière année de M2, combien sont réellement diplômés? Sur les 450. Alors en fait, cette stat-là, en fait, il y a des étudiants qui partent, qui vont ailleurs. Enfin, en fait, on n'a pas cette stat. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire combien sont diplômés. Enfin, je ne peux pas vous dire combien arrivent d'eux. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons 11 masters. Et que sur ces 11 masters, en gros, nous avons à peu près 20 étudiants par master. Donc ça fait 200 étudiants. Est-ce que nos 200 étudiants viennent des 400 de la première année de droit? Non. Non. On va dire qu'en première année, en troisième année, vous êtes à quelque chose comme 150, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Ça 120, enfin, cet ordre de grandeur. Sur les 120, je ne sais pas, vous candidaterez ici avec le justice procès procédure, là, ils vont candidater ailleurs. Et ils seront diplômés ailleurs. Et certains, et d'autres facs vont candidater ici. Donc si vous voulez, les croisements de flux sont importants. Pour le master de droit maritime, on a des candidatures de partout en France. Moi, pour le master de droit public, j'ai 600 candidatures par an. Ouais. Donc je comprends la question, mais en fait, vous ne pouvez pas raisonner en termes de il y a 450 étudiants en première année et il y en a 20 à la fin, donc la proportion de réussite fait le ratio 450-20. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. En plus, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est vous faire peur. Et ça sera contre-productif. Et faux en plus. Même si c'est vrai, ça serait productif. D'autres questions, d'autres interrogations?
Alors, ce que je vous propose, je vais me permettre de prendre votre place. Je vais vous présenter quelques petits outils que vous pouvez trouver sur le site de Cap Avenir. Alors, comme je vous le disais, Cap Avenir, c'est le service d'orientation de l'université. Donc, comme M. Lavenne l'a dit tout à l'heure, si toutefois, en première année, vous vous aperceviez que le droit, finalement, c'est pas fait pour vous, n'attendez pas et ne restez pas seul, venez nous voir à Cap Avenir et on vous aidera à franchir cette étape-là. Alors, sur le site de Cap Avenir, vous avez une rubrique qui s'appelle... Ah, pourquoi je l'ai pas ? Ça ne fonctionne plus. Bon, bah, vous allez devoir me croire sur parole. Vous avez sur le site de Cap Avenir une rubrique qui s'appelle « Lycéens futurs étudiants ». Dans cette rubrique, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle « Immersion ». En fait, les immersions sont la possibilité qui est offerte à des lycéens de première ou de terminale de venir passer une journée pendant les vacances de février, dans la semaine du 10 février, à l'université pour découvrir une filière en assistant à des cours. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est ouvert à tous les lycéens qui le souhaitent. La seule condition, c'est de se précipiter sur les inscriptions parce qu'il y a un nombre de places limité et il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc les inscriptions seront ouvertes la semaine du 6 février et elles se feront sur le site de Cap Avenir. Dans la rubrique lycéens futurs étudiants, immersion. Donc ça, c'est ouvert à tous les lycéens qui le souhaitent. Si vous avez besoin de... Ma collègue est partie, c'est où mon image ? Je vais essayer. Ah, il ne manque rien. Marco, ça ne marche pas. J'ai carrément plus rien. Non, bah, c'est pas grave, on va faire ça. Ouais, je viens. Donc, sur le site de Cap Avenir, toujours pareil dans cette rubrique lycéens futurs étudiants, vous avez une rubrique qui s'appelle fiche licence. Et dans ces fiches licences, vous pouvez retrouver le descriptif de chacune des licences qui vous ont été présentées. Super. Ça va être mieux comme ça. Je peux pas me mettre en... Voilà. Ça va être pratique. Ouais. Donc dans la rubrique lycéen futur étudiant, voilà. Lycéen futur étudiant, tu peux aller dans fiche licence. Descends. Donc on va prendre celle en droit. Il y a notamment, voilà, prendre mention droit, parcours général. Donc vous allez retrouver ici tout le descriptif de ce que vous a présenté M. Lavenne. Et il y a juste une petite chose que je voudrais vous montrer en plus de ce qui a été dit. Tu peux descendre. C'est la rubrique les débouchés, où M. Lavenne vous a bien dit tout à l'heure, voilà la carte mentale, vous a dit tout à l'heure qu'il y a plein de métiers autour du droit. Et bien là, vous avez, voilà, vous avez une carte mentale avec
Au centre, le droit et tout autour, plein de noms de métiers auxquels vous mène cette licence. Et si vous cliquez sur les métiers, vous pouvez avoir un petit descriptif. Et vous voyez, comme vous le disiez, monsieur Lavelle, il y a vraiment plein de métiers autour du droit. Et ça, en général, c'est un outil qui plaît bien aux parents. Parce que ça leur permet, et aux futurs étudiants évidemment, ça permet de se projeter un petit peu sur les métiers du droit. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur le site de Cap Avenir. Donc les immersions, si vous souhaitez revisionner la conférence d'aujourd'hui, elle va être disponible sur le site de Cap Avenir également. Et puis les fiches licence. Vous avez également, en complément de ce qu'a pu vous dire Maëlys, vous avez des vidéos de témoignages sur d'autres étudiants qui vous parlent, qui vous présentent la manière dont ils vivent leurs études. Ça vient en complément en fait de ce qu'a pu vous présenter avec beaucoup de clairvoyance Maëlys. Voilà. On reste à votre disposition s'il y a des questions plus individuelles. Et puis, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et j'espère qu'elle aura permis de vous éclairer sur vos choix.